Bonjour à tous. Il est 10h02, on va pouvoir commencer. Alors j'ai fait un petit test, normalement c'est bon pour l'audio, c'est bon pour le partage d'écran. Je vais être présent avec Grégory. Est-ce que Grégory, tu es présent? Est-ce que tout fonctionne de ton côté aussi? C'est parfait. Bonjour à tous. Ok, super. Alors, donc je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. On va traiter aujourd'hui le sujet de l'importance de protéger ses données face aux menaces internes en entreprise. Donc aujourd'hui, on sait que les comportements et les habitudes de travail, elles ont évolué ces dernières années. Je pense notamment aux normes et aux réglementations RGPD, aux méthodes des attaquants, mais aussi donc au travail à distance, à l'augmentation du BIOD, donc de l'utilisation de matériel personnel au travail. Donc en fait, tout un ensemble de comportements générateurs de potentielles mauvaises manipulations des données. Donc il est devenu primordial en fait de protéger ces données et ces informations en entreprise. Et donc, pour cela, il existe différents outils de prévention et de sécurité. Donc, on va avoir d'un côté des outils pour protéger ces données face aux menaces extérieures, comme la double authentification, qui va permettre de sécuriser les accès en renforçant le mot de passe ou tout simplement en fait la connexion de vos collaborateurs. On va aussi avoir des outils de chiffrement, donc que ce soit une question de conformité réglementaire, de vol ou de perte de matériel, ou tout simplement pour renforcer le chiffrement des informations, comme les fichiers ou les emails. Donc, ce sont des solutions que vous connaissez très certainement qu'on va proposer chez EZ, mais en dehors de ces risques qu'on va qualifier d'externes, il existe des outils pour sécuriser, pour prévenir les risques internes de fuite ou de perte de données. Donc, c'est ce qu'on appelle la DLP, et c'est le sujet qu'on va pouvoir aborder ensemble pour l'heure qui vient. Donc, je suis Romain Ravon, chef de produit marketing chez EZ, et je suis donc accompagné aujourd'hui de Grégory Ezrati, directeur support et service. Donc, on est tous les deux présents pour faire un état des lieux sur une solution de DLP qu'on propose au sein de notre catalogue. Donc, moi, je vais commencer cette présentation avec une explication de ce qu'est un outil de DLP. Donc, à quoi ça sert, qu'est-ce que ce type d'outil vous permet de faire ou de voir. Je vous présenterai rapidement l'éditeur aussi de cet outil, avec qui on a un partenariat privilégié, donc avec EZ. Et on finira avec, Grégory terminera en vous expliquant un peu plus en détail le fonctionnement de la solution et avec tout ça accompagné d'une petite démonstration de l'outil. Donc la DLP, qu'est-ce que c'est? La DLP, donc Data Loss Prevention, c'est donc prévention des pertes de données. Je dirais qu'il y a deux choses réellement à retenir concernant la DLP. Premièrement, que c'est un ensemble en fait de technologies, de techniques d'inspection, de techniques de détection qui sont en fait utilisées par une entreprise pour, dans un premier temps, classer le contenu des informations présentes dans l'organisation. La deuxième partie, elle, euh, ça va être la capacité en fait d'appliquer dynamiquement une politique de sécurité. Donc, il va être possible, par exemple, de gérer les droits et les accès aux données de vos collaborateurs, de limiter le déplacement de ces données, leur utilisation. Il va être possible de générer des rapports ou des alertes sur chacune de ces opérations, ou même sur le comportement des utilisateurs. On va avoir d'autres règles qui vont s'apparenter à du chiffrement. Euh, on peut aussi gérer l'utilisation et les accès aux sites Internet, en contrôlant le téléchargement, par exemple, les uploads. Euh, on va contrôler également tout ce qui va être le déplacement via des périphériques externes. Enfin voilà, il y a de multiples règles qui existent autour de l'utilisation générale des données. Et donc, une fois qu'on a été capable de les ordonner et de les classifier. Donc, comme je vous le disais, la DLP fait référence à un ensemble de techniques qui va permettre d'identifier les données. Donc, ça nous permet de contrôler, de protéger l'information grâce à des analyses de contenu approfondies, et donc que l'information soit stockée en mouvement ou traitée. Et donc, un bon logiciel de DLP doit être capable, dans un premier temps, d'identifier ces données. Donc déjà, où sont-elles? C'est-à-dire savoir est-ce qu'elles sont présentes sur site dans le cloud? Qu'est-ce qu'elles font ces données? Donc on va chercher à savoir si elles circulent au sein du réseau, si elles sont réellement utilisées sur une machine par les collaborateurs, est-ce qu'elles sont actives ou non?
Et enfin, comment les identifier? Donc, est-ce que n'importe quel modèle de politique peut identifier simplement cette donnée ou est-ce qu'elle a tout simplement laissé une empreinte dans le système? Donc, une entreprise doit pouvoir déterminer où se trouvent les données sensibles. Elle doit pouvoir faire un état des lieux simple et efficace. Donc, l'idée, en fait, c'était d'avoir un contexte clair de ces données pour être en mesure ensuite d'évaluer le risque et potentiellement d'agir. Donc, c'est une étape primordiale pour prévenir justement ces menaces internes et définir ce qui est urgent et pouvoir limiter certains mouvements, on va dire potentiellement préjudiciables pour l'entreprise. Donc juste une petite définition, une menace interne, c'est quoi réellement? On va dire que c'est un comportement qui peut être involontaire ou malveillant d'une personne au sein de l'entreprise qui a un accès autorisé à ces données et qui pourrait les utiliser à mauvais escient et ce qui pourrait nuire donc à votre entreprise, à l'organisation. Donc juste à titre indicatif, quelques chiffres. Le coût moyen sur 2022 d'une violation de données est de 4,35 millions de dollars. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est principalement que ce coût, il est en constante évolution chaque année. Et donc, les différentes industries nous le confirment, notamment avec ces quelques statistiques ci-dessous. On va avoir 73% des entreprises qui confirment que des attaques en interne sont de plus en plus fréquentes. On a près de 60% des employés qui emportent intentionnellement ou non des données confidentielles lorsqu'ils quittent l'entreprise. Et 43% des violations de données sont causées par des employés en interne, ce qui met donc les données en danger. Hem, Au sein d'une entreprise, les données sensibles, correspondent à des informations qui vont avoir une valeur économique, une valeur stratégique. Et donc si jamais ces données fuitent, si elles disparaissent, malencontreusement ou si elles sont utilisées, d'une manière on va qualifier de frauduleuse, ça pourrait devenir, comme je vous le disais, vraiment préjudiciable pour une entreprise. Donc déjà, qu'est-ce qu'on estime être une donnée sensible? On va mettre dans cette catégorie toutes les données personnelles, donc des cartes d'identité, des numéros de carte de crédit, des IBAN, alors tout ce qui est plan stratégique, des factures, des grilles tarifaires, voilà, des bases de données clients. On va retrouver aussi tout ce qui touche de près ou de loin la propriété intellectuelle, des contrats, voilà, toutes sortes d'informations en fait auxquelles les collaborateurs peuvent avoir accès pour de multiples raisons, et d'ailleurs que la raison soit légitime ou non. On ne peut pas empêcher l'effectif d'une entreprise de travailler, mais on va dire que maîtriser l'utilisation de ces informations sensibles peut permettre justement de limiter les fuites ou les pertes de données. Et donc en effet, sur la droite, on voit les causes les plus fréquentes de perte de données, qui sont dues tout simplement à une erreur humaine, à un problème dans le process interne de l'entreprise, mais on a également la troisième proposition, enfin, la troisième position, qui est un acte volontaire de vol ou de destruction de données qui viendrait d'un employé mécontent. Donc, qui est Safetika? Safetika, c'est un éditeur tchèque qui protège donc les entreprises du monde entier aujourd'hui contre les fuites de données et les menaces internes, qui est donc né en 2007 et qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'un peu plus de 10 millions. Donc en fait, l'investissement en recherche et en développement n'a cessé de croître avec cette entreprise depuis toutes ces années. Et donc voilà, aujourd'hui, le logiciel s'est développé et il est présent dans plus de 120 pays avec plus de 220 partenaires et plus de 300 000 endpoints protégés. Quelques références clients, donc tout simplement pour vous donner un aperçu de la confiance que peuvent accorder certaines grandes enseignes comme Hyundai, Bose. On va retrouver certaines banques, des sociétés privées de logistique, d'automobile. Et principalement, Safetika s'intègre avec d'importantes solutions technologiques, avec d'importants partenariats pour faciliter, on va dire, l'accès à la sécurité informatique la plus efficace, la plus complète. Donc les intégrations sont transparentes, la mise en œuvre est relativement rapide et on va offrir un niveau de protection un peu plus avancé parce qu'on va rajouter des couches de sécurité supplémentaires. Donc dans tous les cas, de la documentation détaillée est disponible par l'éditeur directement sur leur site, donc safetika.com. Donc on va retrouver Fortinet. Donc là, on va dire que la connexion
entre les produits Safetica et les produits de sécurité réseau Fortinet va permettre aux entreprises de protéger leurs données où qu'elles se trouvent, donc depuis, on va dire depuis les stations locales et les partages réseau, jusqu'aux informations transférées sur le réseau. Et donc, en tant que membre du Fortinet Technology Alliance, Safetica apporte des solutions qui sont intégrées et facilement déployables avec les produits Fortinet. On va avoir également, comme vous le voyez, avec Microsoft. Donc, Safetica va fournir une protection de données qui est compatible et complémentaire aux capacités de sécurité d'Azure et de Microsoft 365. Et on a donc EZ. EZ, donc Safetica est membre de l'Alliance technologique d'EZ. Et donc, les solutions Safetica sont recommandées par EZ, qui est leader européen, et elles sont recommandées comme étant une puissante plateforme de protection contre les menaces internes, comme étant un puissant outil de DLP. Et donc, EZ propose les produits Safetica pour étendre son portefeuille de produits de sécurité. Et donc, cette coopération permet aux clients EZ de construire plus facilement un périmètre complet autour de leurs endpoints. Donc, très rapidement, en fait, l'EZ Technology Alliance, ça a donc été créé par EZ dans le but de mieux protéger les entreprises en fournissant une gamme de solutions de sécurité complémentaires à ce qu'on va faire en tant qu'éditeur. Donc, on l'a dit au début de la présentation, on est tous en train de vivre dans un environnement de sécurité qui ne cesse d'évoluer. Et donc, c'est pourquoi on va combiner notre technologie EZ avec d'autres produits de qualité. Tous les membres des EZ Technology Alliance sont des entreprises qui sont soigneusement sélectionnées, qui sont spécialisées dans des domaines précis de la sécurité informatique. Et donc, grâce à EZ Technology Alliance, nous, on va pouvoir fournir des solutions supplémentaires qui vont être puissantes et flexibles, et ce qui va permettre de répondre aux besoins de nos clients sur du long terme. Alors, la gamme de produits, donc on va avoir trois produits. On va avoir le Safetica One Discovery, le Protection et le Enterprise. Chacun des produits inclut les fonctionnalités du produit précédent. Donc, on va avoir dans un premier temps Safetica One Discovery, qui est la version audit, en quelque sorte. Juste apparaître, voilà. Donc en fait, ça va être la version qui va vérifier, classifier tous les flux de données dans l'organisation. Donc Safetica One Discovery va identifier les informations sensibles et les risques de sécurité en utilisant notamment l'inspection de contenu avec la reconnaissance optique de caractère, donc OCR. On va obtenir, on va dire, un aperçu rapide de tout ce qui se passe en fait au sein de notre espace de travail en temps réel. Et ça va nous permettre de mieux comprendre toutes les activités internes, les processus, les risques qui sont liés en fait aux données, et ce qui va améliorer considérablement notre sécurité et notre efficacité en interne. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire exactement avec un produit d'audit comme Safetica One Discovery? On va pouvoir auditer les flux de données via tous les canaux, donc dans des appareils externes, les téléchargements sur le web, les emails, que ce soit de la messagerie instantanée, même des impressions, ou encore dans le cloud. On va pouvoir auditer aussi les fichiers ou les emails qui viennent d'Office 365. On va garder une visibilité sur la conformité réglementaire, comme le RGPD. On va pouvoir mettre en évidence des ressources qui seraient inutilisées ou qui sortiraient de leur périmètre d'utilisation. Et donc, grâce à l'inspection de contenu, comme je disais juste avant, on peut en fait classifier ces fichiers en utilisant des modèles prédéfinis de règles. On va pouvoir les créer, ces règles. On va pouvoir créer des dictionnaires personnalisés. Et donc, tout ça, en fait, va nous permettre de détecter des activités suspectes et être alerté immédiatement. La deuxième version, Safetica One Protection, donc comme je le disais, ça va inclure toutes les fonctionnalités d'audit de la version Discovery. Et on va en fait inclure des règles et des politiques de DLP. Donc là, on va avoir un produit qui va identifier les risques, qui va permettre d'éduquer
les employés et de prévenir les erreurs et les actes malveillants potentiels des personnes pour protéger vos données. Donc avec Protection, on va pouvoir par exemple créer des politiques qui vont informer les utilisateurs des activités à risque ou qui pourront même bloquer ces activités pour éviter que les données fuitent. Donc on va dire qu'on peut splitter la capacité de protection en deux catégories. On va avoir la partie protection directement endpoint. Donc là, on va avoir une protection assez générale sur tout ce qui est messagerie, réseau, les appareils, les impressions. Typiquement, on va avoir un excellent niveau de protection pour du télétravail. On va empêcher les fuites de données sur des appareils externes ou sur des connexions externes. On va avoir des fonctionnalités un peu plus poussées de classification de données. On va avoir des technologies qui vont être capables de détecter et on va dire de marquer en fait les données sensibles en fonction de leur origine, de leur contexte au niveau du flux de travail ou du type de fichier. On va avoir des politiques de remédiation qui vont nous permettre de réagir face à des incidents qu'on aurait détectés. Donc, c'est-à-dire que ça nous permet en fait de, comme je vous le disais, d'éduquer, de responsabiliser les employés en fait. Les incidents vont être enregistrés, on peut les bloquer, on peut les justifier, on peut les bloquer avec une dérogation pour l'utilisateur. Donc voilà. Et je dirais que la dernière fonctionnalité, donc l'espace de travail sécurisé, au sein même de la console, on va avoir la possibilité de créer et de contrôler un espace de travail qu'on appelle sécurisé, parce qu'on va en fait pouvoir avoir la main sur l'accès aux applications ou aux sites web, et ce qui va permettre en fait de réduire le risque d'un comportement dangereux. On va déterminer si ces sites sont fiables ou non. S'ils sont à risque, on va pouvoir aussi décider de générer des alertes ou des blocages sur ces accès-là. Et donc, comme je vous disais, la deuxième partie de la protection, ça va être la protection des données dans le cloud, parce que tout simplement, on va pouvoir protéger tout ce qui est synchronisation et stockage des données dans le cloud, donc via des Google Drive, OneDrive, Dropbox, Office 365, tout ce qui est SharePoint, Exchange Online, voilà. Et donc, le dernier produit, le Safetica One Enterprise, pour le coup, donc on va inclure la protection, les capacités de protection et de discovery, mais on va étendre un peu plus les fonctionnalités pour les grandes entreprises, avec notamment on va dire une prise en charge des entreprises multidomaines. On va avoir un contrôle supplémentaire du flux de travail via des politiques. On a une partie rebranding. Simplement, ça va être une personnalisation à la marque de l'entreprise, avec le logo, par exemple, pour des notifications auprès de l'utilisateur. Et donc, l'intégration avec des solutions de sécurité tierces, des SIEM ou autres outils d'analyse de données. Et donc, tout autour de cette gamme de produits, on va avoir un module. Alors c'est un module optionnel qui est optionnel pour Protection Enterprise et qui est directement inclus dans la solution d'audit Discovery. Et donc, en fait, ça va permettre d'améliorer les capacités, on va dire, concernant l'analyse de l'activité des utilisateurs et donc des menaces internes. Typiquement, on va pouvoir donc effectuer, comme je vous le disais, l'audit de l'activité de l'utilisateur et découvrir, typiquement, on va avoir une vue d'ensemble sur les médias sociaux, sur les visites de sites d'emploi. On va réduire le risque en fait de fuite de données sur tout ce qui va être le comportement du collaborateur. On va avoir un aperçu des communications par email, entrantes, sortantes. On va découvrir dans quelle mesure les ressources de l'entreprise sont utilisées réellement pour des fins professionnelles au final. On va avoir une vue d'ensemble sur les applications qui sont utilisées, sur les sites web qui sont visités. Et tout cela, en fait, on le voit par utilisateur. Donc, c'est réellement détaillé. Donc, voilà, comme je vous le disais, globalement, on va pouvoir consulter tous les comportements potentiellement dangereux, d'applications indésirables,
sur tout ce qui est communication, et on va pouvoir suivre le changement de comportement de cet utilisateur en auditant un petit peu tous ces faits et gestes qui seraient potentiellement à risque. Et donc, pour finir là-dessus, bien entendu, on a une console d'administration, Safetyka, qui va permettre en fait la configuration détaillée de l'ensemble de ces produits pour gérer les politiques de DLP, les catégories de données, la classification et donc la génération de rapports. Donc pour conclure sur la présentation de Safetyka et de ses produits, si on doit relever 3 avantages, on aurait en premier donc la facilité d'utilisation et la rapidité de déploiement. On va avoir en deuxième tout cet aspect d'espace de travail sécurisé, donc ce côté un petit peu intuitif qui va nous permettre de gérer de manière très simple et très poussée avec l'analyse comportementale. Et donc en troisième, ce fameux contexte clair qu'on va fournir sur toutes les données pour pouvoir agir efficacement et intelligemment. Alors, comment Safetyka aide et agit? Je vais laisser la main donc à Grégory, qui va rentrer un petit peu plus en détail sur le détail du produit, et vous aurez une petite démonstration de l'interface à la fin. Super, merci Romain. Donc, avec tous ces éléments dits pour la protection des données, etc., donc il faut un produit qui va pouvoir répondre aux exigences sur les données. L'idée de Safetyka est assez claire et on le verra dans la démo plus précisément, c'est qu'il y a 2 vraies typologies de demandes sur la donnée, sur la DLP. Tout simplement, c'est que la DLP peut être prise en mode on veut voir ce qui se passe sur nos données, on veut essayer de un petit peu connaître les transits sur nos données. Et puis le deuxième volet de la DLP, c'est je protège mes données. Alors quand on dit protéger, c'est-à-dire je contrôle l'accès à mes données et surtout où vont mes données. Donc avec Safetyka, on pense de façon comme ça, c'est-à-dire discovery protection, et vous verrez pourquoi je prends les 2 mots discovery protection. En termes de discovery, c'est-à-dire de découverte et de regarder un petit peu nos données, il y a cette façon de dire diagnostic. Donc un audit des flux, c'est vraiment pour savoir où sont mes données, qu'est-ce qui se passe avec mes données, par où elles transitent, mais là-dessus on est vraiment sur du diagnostic. Après l'éducation, pourquoi c'est un point important, l'éducation des utilisateurs? Tout simplement, on peut supposer qu'un utilisateur ne sait pas forcément qu'une donnée doit sortir ou ne doit pas sortir. Prenons des utilisateurs qui sont là depuis une dizaine d'années dans l'entreprise. Ils prennent certaines libertés avec des données, prétextant qu'ils sont là depuis des années, ils savent ce qu'ils ont à faire. Comme après, on peut prendre un nouveau collaborateur qui arrive dans l'entreprise, mais qui n'a pas eu tout de suite cette politique d'entreprise sur la donnée. Et donc, finalement, Safetyka peut être là aussi pour éduquer l'utilisateur en ayant des messages en disant attention, la donnée est sensible, ou attention, là, ce que tu es en train d'essayer de faire est potentiellement une fuite de données. Et ensuite, évidemment, on passe après au niveau protection de la donnée, où là, soit en interne, soit en externe, mais ça peut venir surtout de l'interne, la protection de la donnée en elle-même, c'est-à-dire qu'on empêche quoi que ce soit sur la donnée, c'est-à-dire qu'on contrôle la donnée pour savoir où est-ce qu'elle va transiter et comment elle va transiter. Et surtout, est-ce que l'utilisateur a bien le droit, suivant les différents, on va dire, la différente échelle que vous allez lui donner sur la donnée en termes de contrôle. Donc, comment tout ça fonctionne sur Safetyka? Romain, si tu peux, merci. Donc, c'est assez simple, hein. Donc, on a une console de gestion, évidemment, avec un serveur Safetyka. En général, on demande qu'il soit dédié, puisque suivant la donnée, etc., il faut vraiment avoir un serveur qui est dédié à ça. On peut faire de l'intégration dans du SIEM, évidemment l'intégration avec Fortinet par rapport aux règles que vous pouvez mettre sur du Fortinet. Ensuite, vous avez le Safetyka va pouvoir pousser des politiques et récupérer des alertes, en tout cas récupérer des événements sur les appareils de l'entreprise protégée. Et derrière, vous avez ces niveaux de détection, de notifier, de justifier ou de bloquer. Alors, ces notions-là sont vraiment faites en termes de politique.
c'est la politique DLP, non pas le produit en lui-même, mais plutôt la politique de DLP que l'entreprise veut mettre en place. Est-ce qu'il veut détecter, c'est-à-dire voir les comportements? Est-ce qu'il veut notifier l'utilisateur pour lui dire attention, ce que tu es en train de faire est logué et potentiellement c'est une fuite de données? On peut aussi lui dire bon bah on va te bloquer, sauf que tu peux nous justifier la sortie de données. C'est vraiment des façons différentes de voir la DLP. On peut évidemment avoir plusieurs politiques DLP pour plusieurs, on va dire, groupes dans l'entreprise, en tout cas plusieurs départements dans l'entreprise, le département commercial, le département RH, où il y a des données qui ne sont pas forcément confidentielles, mais plutôt sensibles, le département commercial qui aura plutôt des données plutôt confidentielles, pareil pour le service informatique, etc. Donc voilà comment se table simplement Septica One sur la partie console, appareil protégé avec des composants à installer sur les machines évidemment, et puis derrière les différentes notions de politique que vous voulez mettre en termes de DLP. Alors la protection multiple sur la partie canaux de partage, évidemment Septica étant un pure player de ce monde de DLP, eh bien, va s'intégrer partout, sur toutes les plateformes, que ce soit sur des fichiers partagés dans les réseaux sociaux, les emails, les supports amovibles, évidemment, les médias. Vraiment, c'est vraiment un outil qui est développé pour faire de la DLP. Et c'est là où j'appuie beaucoup sur cette notion-là, où nous, EZ, pourquoi on a choisi de faire une alliance technologie, puisque la DLP n'est pas réellement du monde de la cybersécurité, de la sécurité. La DLP est un monde à part entière, et c'est pour ça que on n'aime pas, EZ aime être aussi pure player de ce qu'il sait faire. Donc on s'est allié avec Septica qui est pure player, et finalement la DLP prend de plus en plus d'ampleur aussi dans les entreprises, puisque la fuite de données, que ça soit en interne, est assez forte aujourd'hui. On s'en aperçoit parfois trop tard, voire même pas du tout, et on se rend compte que eh bien, le collaborateur, quand il était sur le départ ou même quand il était au sein de l'entreprise, eh bien, envoyait des informations à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises sont sensibilisées et se sensibilisent de plus en plus. Donc, Septica, sur cette slide-là, est vraiment faite pour qu'on voit la façon où on va s'intégrer, sur quoi on s'intègre, et puis derrière aussi les opérations de type copier-coller, les drag and drop, les captures d'écran, etc. Donc après, la classification, eh bien évidemment, c'est 4 grandes typologies de classification. On va se baser soit sur le contenu du document, ce que tout le monde connaît sur la DLP, il y a écrit le mot confidentiel dans un document, donc ce document est confidentiel, etc. Sur le contexte, évidemment, par où est arrivé ce fichier, comment on l'a récupéré, comment je l'ai mis sur ma machine, qu'est-ce que j'en fais, etc. Les applications qui utilisent cette donnée-là, basé sur le contexte, c'est vraiment le fait de dire si cette donnée est ouverte par l'application X, automatiquement Septica va appeler ce qu'on appelle le tag, va le taguer pour pouvoir y appliquer une politique dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant de pouvoir aussi taguer sur le contexte. Ensuite, basé sur les propriétés du fichier, donc son utilisation, les métadonnées, la classification existante, par les étiquettes que vous lui mettez vous-même, c'est-à-dire que vous appliquez du tag sur les fichiers que vous avez décidés, et bien aussi basé sur l'utilisateur pourra lui-même classer ou même taguer, enfin plutôt classer, taguer les fichiers, parce que il vient de créer un document, eh bien il va dire qu'il va le déterminer comme catégorie confidentielle. C'est les fameux, ce qu'on connaît, les fameux encarts qu'on demande de mettre sur des documents par nos collaborateurs quand ils créent des documents, quand ils travaillent sur des documents, les fameux encarts confidentiels, sensibles, etc. Eh bien là, l'utilisateur, au lieu de mettre seulement un petit encart, eh bien, il va pouvoir sélectionner la donnée et dire cette donnée-là, je vais la taguer comme confidentielle puisque je la détermine comme confidentielle. Donc, quand on a vu toute cette panoplie-là, quand on a ce projet de DLP à mettre en place, eh ben, à un moment donné, effectivement, on va aller sur la démo du produit, comment le produit va répondre à tous ces besoins-là, comment le produit va pouvoir vous accompagner dans ce projet, qui est un projet, la DLP, il faut vraiment le prendre comme un projet assez large, mais qu'il faut y aller step by step. Alors, Romain, je vais reprendre le
le partage du coup. Ouais, ça marche, je te laisse. Hop. Alors, hop là, je vais partager ça tout de suite. Hop, voilà, je vais attendre quelques petites secondes pour que tout le monde puisse avoir le partage, le temps que ça charge chez tout le monde. Romain, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, le partage Parfait. est bon. Ok, donc là, on est sur notre labo, hein, sur la démo de Safetica, sur la façon qu'on va voir les choses. Alors, dans un premier temps, j'ai fait exprès là, de vous scinder mon écran. Je vais juste passer d'un autre côté, juste pour vous montrer ça très rapidement. C'est pas là-dessus que je vais faire ma démo, mais c'est juste pour vous montrer les choses. Ici, vous avez la nouvelle version de Safetica, la version, ce qu'on appelle la Safetica 11, la nouvelle version. Qui va être essentiellement en full web. Donc, juste, je vous la montre pour vous dire que Safetica continue son évolution, continue à, à vraiment avoir un aspect d'évolution sur ses produits. Et donc, on va pouvoir à un moment donné accéder à une console full web, donc accessible de l'extérieur, etc., pour pouvoir travailler sur les données. Elle n'est pas encore totalement finalisée. C'est pour ça que je vous la montre très rapidement et je vous dis que voilà, il y a de l'évolution qui va arriver derrière. Maintenant, quand on va parler de Safetica en lui-même, donc c'est la console Safetica ici. Alors, là, vous allez tout de suite comprendre et voir comment c'est réfléchi chez Safetica. Vous avez trois grandes catégories en haut de votre console. La catégorie de gauche qui va être les dashboards, alertes et rapports. Donc, c'est la visibilité et l'alerting que vous pouvez avoir. Au milieu, c'est la gestion de vos données, le discovery ou la protection. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du mot discovery et de la protection. Donc, vous allez voir que Safetica fait vraiment la différence entre les deux. C'est-à-dire que vous avez ce mode de discovery, de découverte des données, etc., de voir ce qui transite. Et puis après, vous avez le mode DLP pur pour pouvoir vraiment appliquer des blocages, etc. Et puis tout à droite, vous avez l'aspect maintenance, hein, l'aspect un petit peu gestion de votre serveur, etc. Donc là, vous êtes sur un tableau de bord qui est de Safetica où vous avez comme ça une visibilité des applications, des emails, du domaine les plus visités, des top utilisateurs, ceux qui font le plus d'actions et tout ce qui va derrière par rapport à ça, et évidemment les impressions. Il faut bien considérer que Safetica est là pour faire ce qu'on appelle la protection de la donnée. C'est pour ça que quand on parle d'impression, on va pas parler des campagnes des zéro papier, etc., les green, etc. Non, c'est pas du tout ça. En fait, on considère que quand vous imprimez de la donnée sur une feuille, eh bien, du coup, votre donnée est sortie de ce qu'on appelle la bulle Safetica. Donc, comment vous créez cette bulle Safetica autour de vos données pour vous dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est avoir une bulle autour de mes données. Et dès que ça commence à sortir de ces données, de ma bulle, soit je l'autorise, soit je l'autorise pas. Mais en tout cas, je veux le savoir. Donc, comment on crée cette bulle? Safetica se décompose en deux parties. Vous avez ce qu'on appelle l'agent Safetica et le endpoint Safetica. Donc, comment ça se matérialise? Ici, vous avez une machine où il n'y a que l'agent, donc le Safetica agent, et juste au-dessus, vous avez une machine qui est totalement protégée par Safetica avec les deux modules. Pour déployer Safetica, donc tout simplement, vous allez aller dans la partie, on va dire, déploiement. Donc vous allez essayer de dire comment je vais déployer mon agent. Votre agent est un simple MSI, tout simplement. Donc à partir du moment où vous avez un simple MSI, vous pouvez le déployer par GPO et aussi vous pouvez utiliser la partie EZ, parce que si vous êtes aussi sur du EZ avec les agents EZ déjà déployés sur votre parc, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser les agents EZ pour pouvoir arriver à déployer comme ça les agents Safetica. Ils sont disponibles sur le repository EZ, donc finalement, vous avez comme ça la facilité de déployer l'agent Safetica. Une fois que votre agent Safetica est déployé, c'est là où vous allez déployer votre endpoint. Tout simplement, en fait, au fur et à mesure que les machines vont remonter sur votre console Safetica, eh bien, vous allez avoir accès à vos machines ici et vous allez voir que vous pouvez, comme ça, sélectionner vos machines et installer la version de Safetica des endpoints. Pour la mise à jour, même principe, hein, vous lui dites, je veux mettre à jour mes agents Safetica et mes endpoints Safetica. Sur cette partie DLP, sur ce type de produit-là, on conseille vraiment de toujours mettre à jour vos agents et vos endpoints puisqu'il y a beaucoup d'évolutions. Et la DLP, il ne faut pas oublier que c'est vraiment très intrusif sur une machine. Et donc,
au fur et à mesure des mises à jour Windows, il faut absolument suivre par rapport à ce que SafetyCA est en train de développer. Donc, à partir du moment où vous avez installé votre agent, vous avez installé votre endpoint, vous avez créé la bulle SafetyCA autour de vos données, en tout cas autour de vos machines. Ensuite, vous avez plusieurs façons de réfléchir. Vous allez vous dire, maintenant, je veux créer, je veux voir ce qui se passe, je veux créer des choses, je veux comprendre. Le but, au début, c'est d'analyser ce que font vos utilisateurs. Parce que si vous êtes trop restrictif tout de suite, ça va faire un choc et donc ça va pas fonctionner et votre projet DLP va potentiellement tomber à l'eau. Le but, c'est vraiment d'y aller step by step et de tout de suite voir quel est le comportement de vos utilisateurs. Qu'est-ce que font vos utilisateurs tous les jours? Sur quoi ils vont? Donc à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le dashboard ici. Où là, j'ai un aperçu de dashboard. Donc je peux aussi bien voir tout ce qui se passe sur mon domaine complet que ce que je peux voir uniquement sur un groupe, comme je peux cibler une machine. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir aller chercher de l'information et tout de suite avoir les bonnes informations au bon moment. À partir de là, vous pouvez aussi créer vos propres dashboards. Par exemple, là, j'ai un dashboard qui est le dashboard application. Donc, je m'intéresse que aux applications au sein de mon entreprise et qu'est-ce qu'elles vont faire, etc. Ensuite, je peux avoir un dashboard DLP pur. Là, ici, on voit exactement des dossiers, tout ce qui a été bloqué, les actions principales qui sont bloquées, là, des utilisateurs qui sont passés outre, là, j'ai juste journalisé, et puis là, ça a été autorisé. Et ici, les applicatifs aussi, le remplacer, voilà, par utilisateur, etc. Donc, tout ça, ça va être vraiment du graphique pour pouvoir avoir des données. Pareil pour l'aspect fichier. Là, vous avez une façon de voir exactement ce qui se passe au fichier. Maintenant, si vous voulez avoir un peu plus de précision, par exemple sur les fichiers, là, je vois qu'ici, le 17 août, il y a eu une suppression de masse, comme on pourrait voir demain un déplacement de masse par rapport à vos fichiers. Et bien à ce moment-là, tout simplement, je vais aller sur mon dashboard, je vais cliquer, et puis je vais avoir le détail, et puis je vais voir le supprimer ici. Et puis après, je peux tout simplement voir l'utilisateur, avec quelle application, la source ici, le chemin, etc. Et l'action, est-ce qu'elle a été autorisée ou bloquée? Donc, c'est là où ça devient intéressant par rapport au dashboard, c'est qu'il est assez, on va dire, cliquable et user-friendly dans le sens où vous pouvez aller chercher de l'information très rapidement. Ici, je vais aller voir qu'est-ce qui a été ouvert. Donc, j'ai juste à changer mes opérations ici. Hop, je viens ici. Hop, là, je retire ça. Je viens ici et puis je demande est ouvert. Et je fais OK. Voilà, tout simplement. Et là, je vois tout ce qui a été ouvert. Donc, c'est assez simple d'aller chercher de la donnée et d'aller chercher de l'information par rapport à SafetyCA. Là, on est sur la partie, évidemment, dashboard que vous pouvez manier en plug, en drag and drop, hein, tout simplement. Voilà, je veux mettre ici courrier, hop, voilà, il me met tout de suite les courriers. Je veux cibler mes courriers, hop, je vois tout de suite la cible de mes courriers par rapport au tenant 365, peu importe. Hein. Nous, on est uniquement sur 365. Vous voyez que par Exchange Online, je vois passer des choses, tout simplement. Donc là, on est évidemment sur la visibilité. Maintenant, forcément, il y a ce qu'on appelle les notions d'alerte. Et puis là, vous allez pouvoir créer des alertes en fonction de ce qui vous intéresse. Les alertes sont assez manageables. Et par exemple, je vais aller vous montrer un exemple hein, des différentes choses qui sont dans les alertes. Ici, vous avez des alertes de tentatives de violation de DLP avec les catégories qu'on verra tout à l'heure. Vous avez la violation cumulative, plusieurs règles en même temps. Les données sensibles, dites sensibles par SafetyCA, que vous laissez faire, des accessites, etc. Ici, vous avez d'autres typologies d'alertes qui sont aussi intéressantes, comme le nombre de documents imprimés. Vous pouvez dire, en fait, un utilisateur par l'observation que vous avez fait, il doit imprimer entre 10 et 15 pages par jour. Bon, OK, je mets, s'il imprime plus de 30 pages, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, vous recevez une notification. Vous avez le temps consacré. Bon, ça, c'est encore un peu particulier, le temps consacré aux catégories web. Ça, c'est un peu différent. Là, les données chargées, téléchargées. C'est assez intéressant de savoir que dans l'observation que vous avez eue sur la semaine que vous avez laissé SafetyCA tourner, vous avez vu que vos utilisateurs téléchargent entre X et X mégas de données par jour ou par semaine. Bon, si mon utilisateur télécharge ou charge plus, je veux être notifié pour savoir ce qui se passe.
Comme ça, vous avez un cran d'avance pour savoir, voilà, pourquoi tu as téléchargé, pourquoi tu charges autant de documents sur le cloud ou je ne sais où, etc. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les notifications. Et évidemment, ces notifications-là sont pas forcément applicables sur l'intégralité de votre tenant. Évidemment, vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez mettre vos notifications parce que forcément, un service versus un autre, peut-être qu'il charge ou télécharge plus de documents, etc. Mais aussi, vous pouvez avoir cette réflexion de vous dire, j'ai un collaborateur sur le départ, et bien lui, je vais créer une notification particulière autour de ce collaborateur-là qui rentre dans cette typologie de départ. Donc à ce moment-là, vous créez une notification spécifique sur, par exemple, dans votre AD, vous avez un groupe qui s'appelle départ ou je ne sais quoi. Et bien à ce moment-là, vous appliquez cette alerte uniquement sur ce groupe-là. Dès que vous êtes informé, en tout cas dès que l'utilisateur est sur le départ, vous déplacez cet utilisateur dans ce groupe et puis automatiquement les alertes vont s'enclencher pour lui aussi. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et puis après, vous avez une version rapport des alertes, etc. Les alertes peuvent aussi être intégrées dans le SIEM, tout simplement, pour avoir aussi cette partie de traitement de masse ici. Donc le SIEM, où vous pouvez avoir ce traitement de masse. Évidemment, c'est envoyer un email aussi d'alerte. Donc là, on est vraiment sur l'alerting pour pas se dire il faut qu'on reste toute la journée devant la console, etc. Vous avez de l'alerting. Ensuite, même principe, mais cette fois-ci en mode rapport, où vous avez la même chose, des rapports que vous pouvez générer automatiquement et dire tout simplement, eh bien, on veut savoir les opérations sur les fichiers, sur le mois, sur la semaine, sur le trimestre, etc., pour pouvoir peut-être ajuster nos politiques DLP ou s'apercevoir qu'il y a potentiellement des comportements qui ne sont pas, on va dire, en adéquation avec la politique d'entreprise. Là, vous êtes vraiment sur des typologies de rapports. Donc, rapport, c'est même principe que les alertes. Voilà, tout simplement, vous avez toutes ces typologies de rapports-là. Vous pouvez mettre tout dans un seul et même rapport, comme vous pouvez créer des rapports différents. Et là, ce qui est intéressant sur les rapports, vous avez exactement la partie discovery et protection. Après, la partie supervision, évidemment, par rapport au contrôle d'application, etc. Et puis la partie entretien, donc maintenance ici, utilisation de l'ordinateur, etc., etc. Voilà. Donc c'est assez intéressant aussi quand vous créez vos rapports, vous n'êtes pas perdu, vous avez les catégories identiques. Utilisateur étant, forcément, vous pouvez faire des rapports sur des utilisateurs bien particuliers ou aussi sur un timing bien particulier. Donc là, on est vraiment parti sur la partie de gauche, dashboard alerte rapport. Le discovery, eh bien, c'est tout simplement une visibilité par catégorie, site internet, impression, etc., où vous avez comme ça la visibilité sur toutes vos données, tout ce qui est en train de se passer sur vos données. Vous pouvez évidemment, s'il y a des remarques dans l'entreprise, des choses qui font peur par rapport à des choses qu'on n'a pas envie de voir ou des choses comme ça, eh bien tout simplement, par exemple, la navigation des sites internet ne nous intéresse pas, eh bien je vais la désactiver. Pas besoin de le voir. Pas de problème. Okay, vous pouvez aussi avoir la partie impression, ne m'intéresse pas. OK, je l'enlève, etc. Voilà. Donc ça, vous pouvez aussi configurer votre discovery qui est vraiment là pour avoir une vision globale de vos données dans la bulle que vous créez autour de Safetyka. Je parle bien de bulle à chaque fois parce que si vous vous dites je vais mettre uniquement Safetyka sur les postes clients et non pas sur les serveurs, eh bien, du coup, un utilisateur qui est capable de se connecter sur votre serveur se retrouve en dehors de votre bulle. Donc, potentiellement, va pouvoir utiliser ce serveur-là pour pouvoir faire d'extraction de données. Et là, vous pouvez même mettre sur les fichiers, dire j'ai pas envie de tout savoir, je veux savoir uniquement les fichiers de telle extension. Voilà. C'est assez manipulable et modelable. Safetyka est vraiment fait pour adapter en fonction des prérequis sur le projet de DLP. Ensuite, on a la partie protection. Et donc, la partie protection va surtout tourner entre deux choses, les politiques et la catégorisation de données. Alors, la catégorisation de données est assez intéressante, et bien, tout simplement parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir taguer vos documents. Voilà. Donc,
comme je vous ai dit tout à l'heure, soit par application, donc vous choisissez des applications et puis vous taguez en fonction d'une application et l'extension ou juste l'application. Donc, dès qu'un utilisateur, je vous élargis le trait, un utilisateur ouvre un fichier avec Excel, il est automatiquement tagué. Voilà, c'est simple, c'est précis, il n'y a pas de problématique là-dessus. Comme ça peut être un utilisateur qui utilise une application interne et automatiquement tagué. Voilà. Ensuite, les règles web, et ben là, c'est si vous avez un CRM en ligne et puis vous téléchargez la base de données de votre CRM, et bien ici, vous mettez que tout ce qui vient de ce site de CRM, il faut qu'il soit tagué. Voilà. Ensuite, les règles de chemin, bon bah ça c'est connu, hein, les fameux j'ai un dossier RH, je veux taguer le dossier RH ou je veux taguer dans le dossier RH, je veux taguer une partie de mon dossier. Ensuite, les règles de distribution, donc tout simplement, ça vous permet de choisir en fonction d'une catégorie, tout simplement. Et puis après, tout ce qu'on connaît sur la DLP, le contenu, j'ai écrit confidentiel dans un document, j'ai fait telle et telle chose, etc. Donc là, voilà, nouvelle règle de détection ici. Et puis, je peux mettre des expressions personnalisées, utiliser un dictionnaire personnalisé. Il y a des contenus sensibles prédéfinis. Et puis, il y a aussi, ce qui est assez important, le seuil ici. Donc, vous pouvez dire, tout simplement, si ce mot ou si mon expression se retrouve 2 fois dans le document, tu le tags. S'il se retrouve qu'une seule fois, tu le tags pas. Ce qui est important aussi, et ça, c'est extrêmement important par rapport à la tag, par rapport au tag, puisqu'on se base beaucoup sur le tag SafetyK. La suppression de balises de tag ne peut se faire que par SafetyK. Donc, c'est la fameuse question. Oui, mais si l'utilisateur efface le mot confidentiel, du coup, le document n'est plus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut enlever une balise de SafetyK, il faut que ça soit supprimé par SafetyK, par l'agent SafetyK lui-même. L'utilisateur ne pourra pas le faire. Donc là, vous avez vu la partie catégorisation. Une fois que j'ai catégorisé, tout simplement, derrière, je vais avoir ce qu'on sait faire sur de la DLP, évidemment, ce qu'on a à faire, c'est-à-dire bloquer, remplacer ou alors loguer. Quand on regarde ça, hop, je vais me poser sur une catégorie. Hop là, je vais mettre OK, peu importe la catégorie finalement. Ici, voilà. Là, je vais personnaliser et puis je vais vous montrer tout ce que SafetyK est capable de faire sur une machine. Hop. Voilà, comme ça, vous avez tout. En général, vous n'allez jamais tout cocher, mais bon, voilà, là, je coche tout. Et puis là, donc, du coup, vous voyez, là, je suis en haut. Ce qui est important, c'est les actions. Là, je suis en journaliser uniquement. Je veux juste que ça me remonte l'information, c'est tout. Ensuite, vous êtes en journaliser et notifier. C'est-à-dire que vous journalisez, donc vous remontez l'information chez vous et surtout vous notifiez l'utilisateur que ça a été journalisé. Moi, personnellement, c'est dans les projets DLP qu'on peut monter avec les clients, c'est l'option que je préfère parce que c'est la fameuse balance sécurité-productivité où finalement, plus vous allez être bloquant, plus vous allez être embêtant par rapport à cette donnée-là, plus votre productivité va baisser. C'est normal, c'est comme ça. Vous allez empêcher de faire des transferts, etc. S'il veut transférer le document, il est obligé d'appeler ou de faire des choses, etc. Bon, vous baissez votre productivité. Par contre, quand vous êtes sur du journalisé et notifié, l'avantage là-dessus, c'est quoi? C'est que vous ne bloquez pas les choses. Par contre, vous le savez et l'utilisateur sait que vous le savez. Donc, il va potentiellement faire attention, que ça soit un ancien de la société ou que ça soit un tout nouveau, parce que le nouveau, quand il va voir le pop-up s'afficher en disant attention, ça a été logué, ton action a été loguée, même s'il n'a pas été au courant, il va très vite être au courant. Donc, vous avez comme ça ces notions par rapport à des politiques DLP où ça fait partie de votre projet. Après, vous n'êtes pas obligé de faire du tout ou rien. Évidemment, vous pouvez créer plusieurs politiques pour plusieurs typologies de documents. Ici, on va autoriser, journaliser et notifier, mais par contre, cela, on veut absolument bloquer. Donc après, tout simplement, vous avez les lecteurs cloud, vous pouvez bloquer les lecteurs cloud. Évidemment, vous pouvez bloquer tous les lecteurs cloud, comme vous pouvez dire, non, non, moi, le OneDrive Business, je l'autorise. Après, vous avez la partie télécharger vers un partage de fichiers, transférer vers les messageries, etc., etc. C'est ici que sur cette partie-là où je dis quand même, parce que c'est important, rien n'est infaillible.
et que à un moment donné, évidemment que si un utilisateur joue au chat et à la souris, il pourra à un moment donné sortir sa donnée. L'importance est toujours le fameux journaliser. Parce que si vous avez un historique et vous confrontez l'utilisateur à ça, eh bien forcément, il va y avoir à un moment donné comme un mea culpa ou quelque chose qui va se passer. C'est là où aussi je dis que souvent la remarque des utilisateurs, quand vous confrontez les données à l'utilisateur, il va vous dire oui, mais c'était pas moi. La fameuse phrase c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Ok. C'est là où là vous réfléchissez à ce qu'on appelle dans un premier temps au double facteur. Où là vous avez par exemple le ESA, le Secure Authentication DZ, où vous allez dire attends, c'est pas possible que ça soit pas toi, puisqu'il y a un double facteur sur ton compte. Donc c'est pas possible que toi tu puisses dire que c'est pas toi qui étais derrière ta machine. Ou alors tu as fait l'action de donner un code OTP à ton utilisateur, ce qui est encore plus grave. Enfin, à la personne qui t'a demandé le code. Vous voyez? Donc ça, comme ça favorise aussi le fait de bien sécuriser autour de vous entre un outil de DLP, un double facteur. Déjà, vous créez une véritable bulle autour de votre donnée de protection. Donc après, évidemment, vous pouvez appliquer vos politiques en fonction de votre domaine, de vos utilisateurs, etc. Donc à partir de là, vous voyez, on a déjà fait 90% du travail de la DLP en termes de catégorisation, en termes de discovery, en termes de politique. Après, évidemment, on va rajouter ce qu'on appelle la protection des disques. Vous pouvez choisir la protection en fonction des machines, en fonction de votre domaine des disques, autoriser certaines machines à accéder au OneDrive et pas d'autres, autoriser certains utilisateurs à pouvoir faire des choses. Vous pouvez descendre dans des finesses, réfléchir utilisateur, réfléchir machine, réfléchir les deux, parce que évidemment, quand vous êtes dans un AD, un utilisateur peut se connecter sur n'importe quelle machine, quel qu'il soit. Donc là, déjà aussi, vous ne devez pas avoir une politique uniquement machine parfois, il faut avoir aussi une politique utilisateur derrière. Ensuite, Safetica va intégrer ce qu'on appelle la Web Safetica derrière, qui est un peu plus on va dire light en termes de fonctionnalité, mais c'est un peu plus user-friendly, où vous avez à peu près la même chose, les mêmes niveaux d'information et tout ce qui va pouvoir vous donner comme ça des informations sur la sécurisation de vos données, etc. La chose qui me plaît beaucoup dans la Web Safetica, c'est ce qu'on appelle l'audit ici. Vous avez un audit de sécurité. Alors, à mesure de ce qu'on appelle le mot sécurité, évidemment, mais ce qui est intéressant dans cet audit-là, c'est encore une fois, vous laissez tourner Safetica sur vos utilisateurs, sur une partie de vos utilisateurs ou l'intégralité de vos utilisateurs. Tant que vous ne faites pas de politique restrictive ou des choses comme ça, Safetica n'est pas gourmand en termes de ressources. Il peut devenir un peu plus quand vous commencez à avoir de la politique, mais ça, c'est tout outil de DLP quand il s'intègre dans votre système. Et encore, Safetica est un des plus légers. Il a gardé en fait, il est à peu près dans la même mentalité que EZ. Et donc, finalement, là, vous avez un rapport d'audit qui vous donne une vision à 360 degrés autour de vos données. Il vous dit, voilà tes utilisateurs qui consultent le plus de sites de téléchargement. Voilà l'utilisateur qui va aller accéder au plus de données, les données dites catégorisées potentiellement sensibles, etc., etc. Donc, avec ces audits-là, vous avez déjà une trame de travail pour pouvoir être le moins perturbant et restrictif par rapport aux utilisateurs qui vont être soumis à Safetica. Donc après, évidemment, vous avez d'autres menus qui sont plus ou moins importants, mais voilà, le but, c'était de vous montrer ce qu'est capable de faire Safetica dans sa globalité et aussi de voir aussi que l'intégration de Safetica au sein d'un parc informatique n'est pas très compliqué dans le sens où déjà quand vous avez un agent qui est en MSI, déjà ça pose aucun problème. Et par rapport aux antivirus, etc., pareil, il n'y a pas de problématique non plus. Le dernier point avant qu'on passe aux questions, si vous en avez, évidemment, je parle beaucoup de l'intégration d'applications. Parce que finalement, Safetica, quand vous l'installez sur votre parc informatique, va vous remonter l'intégralité des applicatifs qui sont disponibles sur votre parc. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi choisir vous-même de dire, moi, l'intégration sur l'explorateur Windows, j'en ai pas besoin, ou j'en ai besoin. Je veux avoir juste les informations d'opération, mais pas les transits de communication réseau, etc. Ça devient assez important quand vous avez des outils de sauvegarde, quand vous avez des automates
qui travaille à la place de l'humain, etc. Eh bien, parfois, l'automate ou l'applicatif que l'automate utilise, c'est pas nécessaire de faire de la DLP dessus puisque vous maîtrisez ce qui fait du début jusqu'à la fin. Donc là, vous avez aussi cette possibilité de configurer pour le parc client l'intégration. En général, on n'y touche pas beaucoup. Encore une fois, on va surtout toucher aux outils de sauvegarde et aux automates et aux outils des devs, mais dans le reste du temps, vous n'avez pas forcément besoin. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Évidemment, il y a d'autres parties, mais il faut prendre un peu plus de temps pour descendre un peu plus bas dans les choses. Mais le tour et le contour de Safetica a été fait, et surtout pour vous montrer que dans la théorie que Romain a pu exposer en termes de données, etc., eh bien, Safetica, lui, le matérialise en termes pratiques avec sa console, encore une fois, parce qu'il est pure player de ça. C'est pas un module supplémentaire sur des produits, c'est un produit à part entière, pure player du monde de la DLP. Écoutez, pour moi, j'ai fait le tour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait, Romain, reprendre le partage. Et évidemment, si vous avez le souhait de tester la solution pour voir un petit peu ce que ça peut donner, on est très ouvert là-dessus. Il suffit d'écrire à l'adresse technoalliance@tz-note32.fr pour demander une version d'évaluation et commencer à intégrer Safetica pour voir déjà ce qu'il peut faire et ce qu'il peut donner sur sur votre parc informatique, et surtout comment il va contrôler vos données avec vous et vous aider à être sensibilisé autour de ça. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Romain, si tu veux rajouter une petite chose, tu peux le faire aussi, sans souci. Ouais, non, je vois qu'il y a pas l'air d'y avoir de questions. On a bien rempli le temps. Il reste encore une petite minute, hein, s'il y a un petit doute ou quoi que ce soit, on est encore là une petite minute, et puis Et aussi, alors au-delà d'une licence d'évaluation, évidemment, vous pouvez aussi demander à TechnoAlliance une présentation un peu plus ciblée pour vous autour de Safetica. Hein. Là, on est en WebEx assez élargi, donc on va très vite, on passe sur les menus assez rapidement. Maintenant, si vous voulez voir un peu plus de choses sur Safetica, en tout cas, si vous voulez aller un peu plus loin parce que vous avez de la DLP et des projets de DLP, n'hésitez pas non plus à solliciter nos équipes internes pour vous accompagner sur ce point-là.